Mon nom est Michael Sinatra, je suis le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques. Et cette année, avec mon collègue Christian H et Jacques Perrault du département d'histoire, nous avons mis en place une nouvelle série. Vous avez tous normalement vu les posters de 3 conférences humanités numériques et le département d'histoire est notre premier département collègue à la FAS. Et notre première conférence, une série de 3 donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir Émilien Ruiz de Sciences Po, historien du numérique et historien numérique, on en parlera après, qui va nous faire une première conférence. Donc bienvenue à tous. Merci beaucoup, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi de venir vous présenter ce projet qui a une place un petit peu particulière dans mes travaux parce que je ne suis pas spécialiste d'histoire populaire. En fait, en réalité, ce que je vais vous montrer dans le cadre de cet exposé, c'est la façon dont, à partir d'une enquête qui ne se voulait pas numérique au départ, j'ai été amené à travailler avec des instruments et des ressources numériques et comment toutes les questions de recherche que j'ai pu aborder dans le cadre de cette enquête m'ont amené à mobiliser des instruments numériques et à poser la question complètement différemment de si je n'avais pas utilisé ces outils. Alors, je vais vous proposer un exposé en 4 étapes, avec une première étape qui consistera à vous situer un petit peu l'enquête, parce que justement, comme je vous le disais, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire populaire au départ, donc d'essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivé à devoir travailler là-dessus. Pour ensuite résumer les principaux résultats de cette enquête à ce stade, pour ensuite en venir sur le numérique, précisément dans le cadre de cette enquête, et pour terminer sur quelques réflexions un peu plus larges sur ce que cela me semble nous permettre de dire des relations entre histoire et numérique. Alors, sur le contexte de l'enquête, pourquoi travailler sur l'histoire populaire? Je suis spécialiste plutôt de l'histoire de la quantification, de l'État et de la fonction publique, des instruments de mesure, des instruments de comptage. Alors, pourquoi travailler sur ce sujet-là? C'est parce qu'en fait, je dirige depuis quelques mois un numéro en cours de fabrication d'une revue qui s'appelle Le Mouvement Social, avec une collègue, Axel Brodier-Dolino. Et en fait, on s'est intéressé à la question bien plus large, au-delà du numérique, même s'il intervient, du développement en France, de plus en plus, d'écriture alternative de l'histoire. En gros, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que, progressivement, depuis une vingtaine d'années, disons, on assiste au développement de l'usage par les historiens d'un certain nombre d'instruments de diffusion, de médiation de la recherche qui vont au-delà de l'écriture traditionnelle d'articles scientifiques ou de monographies de recherche. Alors vous me direz, ce n'est pas quelque chose de relativement nouveau, c'est quelque chose d'ancien, mais ce qui est en train de changer, selon nous, c'est que le rapport à l'histoire publique tel qu'il existait auparavant est en train de changer. C'est-à-dire que les historiens, selon nous, commencent de plus en plus à s'impliquer dans des projets, non plus uniquement comme conseiller historique, par exemple, dans un documentaire, mais comme auteur et réalisateur du documentaire. Ils montent des spectacles au théâtre sans forcément être le conseiller historique d'un metteur en scène, mais parfois en faisant eux-mêmes la mise en scène, voire l'écriture du spectacle. On a aussi des exemples autour de la bande dessinée, où on a une nouvelle série en France qui a commencé à être publiée sous la direction de Sylvain Venère, où les historiens ne sont pas des conseillers qui vont aider les scénaristes, mais qui vont écrire eux-mêmes le scénario. Et en fait, en travaillant sur ces différents domaines pour lesquels on a sollicité des auteurs, dans les discussions qu'on a pu avoir collectivement avec les auteurs, le comité de la revue, etc., a émergé un exemple, c'est la suivante, qui est l'histoire populaire de la France. Et en fait, dans la version initiale du numéro, l'histoire populaire n'était pas présente. Alors en fait, on a commencé à travailler à ce numéro à la fin de l'année 2018, pile au moment où une histoire populaire de la France, écrite par l'historien Gérard Noriel, venait de paraître. Et un certain nombre de remarques et de discussions qu'on a pu avoir avec des collègues ont consisté à dire, mais finalement, dans vos écritures alternatives, il y en a un exemple qui vient de paraître, qui semble se vendre beaucoup, il faudrait en parler. Et effectivement, ce livre paraît en 2018, avec une réédition très rapidement, au bout de quelques mois, dès 2019, le livre a été réédité, avec une nouvelle postface par son auteur, alors que l'histoire populaire des États-Unis par Howard Zinn, qui semble être l'inspiration directe, ne serait-ce que même dans la couverture, vous voyez, on a repris exactement le même visuel, avec des ouvriers qui travaillent en hauteur donc là, c'est sur la Tour Eiffel pour la France. On avait effectivement ce livre qui paraissait, alors que le livre américain avait mis une vingtaine d'années à être traduit en français.
Or, l'idée qu'on serait face à une nouveauté a d'emblée fait face à un questionnement qui est que, on a en fait, entre les deux, commencé à voir énormément de livres paraître en français entre 2002 et 2019 sur l'histoire populaire, ou en tout cas titrant sur l'histoire populaire. Beaucoup entre 2002 et 2018, encore plus depuis, avec 3 livres qui sont parus depuis que j'ai mené cette recherche, et finalement, au total, 25 ouvrages parus en français entre 2002 et 2018, l'essentiel étant, à moitié-moitié, disons, pour le dire vite, des traductions de l'anglais d'ouvrages publiés aux États-Unis initialement, ou des ouvrages directement publiés en français. C'est ce qui a mené... et effectivement, ça s'inscrivait dans quelque chose qui était le succès considérable du livre d'Howard Zinn. Alors, on sait qu'aux États-Unis, il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires depuis 1980, mais y compris aussi en France, avec la publication en 2002 de la traduction de son histoire populaire, mais surtout les multiples dérivés, c'est-à-dire bande dessinée, version audio, version pour adolescents, traduction d'un extrait consacré uniquement au XXe siècle tiré du livre, etc., etc. Et donc l'interrogation qui a été la mienne face à cela, ça a été de nous dire, mais finalement, dans le cadre de ce numéro, cet engouement pour l'histoire populaire, est-ce que ça nous signalerait une nouvelle forme d'écriture du social, la question qui nous préoccupait pour ce numéro, ou est-ce qu'on était face à une sorte de label éditorial, pour le dire de façon un peu prosaïque, un argument marketing avec l'idée que mettre histoire populaire dans un titre permettrait de vendre comme on avait pu l'observer pour Zinn. Alors les principaux résultats de cette enquête, c'est que finalement on peut observer effectivement une transformation progressive de l'histoire populaire avec un premier résultat important de cette enquête qui a été de constater que en fait on assiste à 3 temps de l'histoire populaire. L'histoire populaire en France ne naît pas avec la traduction d'Howard Zinn. On observe 3 temps avec d'abord le 19e siècle, un deuxième temps dans les années 70, et c'est par rapport à ces 2 premiers temps-là que l'idée est de situer les publications des années 2000-2010. On a en fait 2 moments fondateurs, 19e siècle, années 70, qui consistent à 2 moments où des histoires populaires d'ordre différentes naissent en France, et la question ensuite, c'est de savoir, les années 2000-2010, est-ce qu'elles s'inscrivent en rupture ou en continuité avec ces 2 moments fondateurs? Alors, je vais revenir brièvement sur chacun de ces moments. Alors, le 19e siècle, dans un premier temps, alors, le 19e siècle, effectivement, c'est la naissance de l'histoire populaire en France, et c'est d'abord une histoire pour le peuple. Ce que veut dire une histoire pour le peuple, c'est que c'est en fait une entreprise généralement de vulgarisation à destination de la population avec plusieurs orientations. Une orientation, disons, politique avant tout, c'est-à-dire que ces histoires pour le peuple sont des histoires qui vont parler avant tout des grands hommes, des figures de monarques, de grands dirigeants, voire de grands événements. On va faire des histoires populaires de la Révolution française, par exemple, mais aussi des histoires religieuses. Et en fait, ces différentes histoires, donc principalement du côté des grands hommes, de l'histoire religieuse ou des grands événements, ont une coloration politique importante, parce qu'en fait, ce sont généralement des histoires qu'on pourrait plutôt qualifier de conservatrices, voire de réactionnaires. Alors, elles sont conservatrices et réactionnaires sur 2 angles. Il y a l'idée de convaincre le peuple que l'histoire officielle qui est présentée ne dit pas tout. Donc, on a notamment des histoires religieuses qui vont expliquer que la Révolution française a été une catastrophe, etc. Et donc, on va revenir sur des événements, les guerres de Vendée, ce genre de choses-là. Et on a toute une autre dimension qui va être une histoire locale de municipalités, de villages, voire de départements, qui, elle, va se partager entre une histoire locale tout à fait classique, destinée au peuple, voire une histoire qui peut reprendre ces éléments de connotation idéologique réactionnaire. C'est aussi une histoire qui est une histoire pour le peuple au sens de histoire pas chère, histoire qui doit être accessible et un argument tout simplement commercial. Alors je vous ai pris ici juste un petit exemple, c'est tiré du Figaro en mars 1863. On a comme ça une petite promotion qui dit si vous nous envoyez 5 francs, vous aurez une histoire populaire de la Pologne, donc l'un des titres qui au 19e siècle se vend beaucoup en France,
avec un abonnement d'1 an au journal illustré, plus un numéro d'obligation, etc., etc. Donc en fait, l'histoire populaire, c'est aussi une histoire pour le peuple au sens de argument marketing pour vendre un abonnement au journal, etc. Et c'est surtout une histoire qui, en fait, s'adresse à un peuple qui est considéré comme incapable de lire de l'histoire savante. Alors, je vous ai mis une petite citation ici qui est l'une de celles qui me semble les plus représentatives de ce qui se publie dans ces années-là. En 1848, c'est une publication d'une histoire locale, une histoire populaire de l'île. Et voici comment son auteur, Brunel, le présente. Il importe qu'un livre écrit à l'intention du peuple ne soit ni trop gros ni trop savant. En effet, ce n'est pas sur ses loisirs, mais sur son repos que le peuple prend ses heures de lecture. Puis le peuple est comme les enfants. Il aime les images et n'apprend volontiers que ce qui l'émeut ou l'intéresse. Pour arriver à sa mémoire, il faut passer par son cœur. Nous nous adressons spécialement ici à un monde de lecteurs qui n'est pas encore assez savant pour se méfier de tout et refuser de croire un honnête écrivain sur parole. Cette fin de citation est importante parce qu'en fait, on a deux choses. On a l'idée que le peuple n'est pas assez cultivé, qu'il n'a pas le temps, mais on a aussi l'idée qu'il n'aurait pas été encore complètement, transformé par l'histoire savante, c'est-à-dire par l'esprit critique, et donc finalement un honnête écrivain qui raconte ce qu'il veut, il n'y a pas besoin, pour le dire vite, de mettre des notes de bas de page pour justifier son propos. Donc cette histoire populaire au XIXe siècle se suit dans un second temps, d'une seconde naissance de l'histoire populaire en France, qui est l'histoire populaire des années 1970. Cette histoire populaire des années 1970 s'adresse elle aussi au peuple, mais c'est surtout une histoire du peuple, et c'est une histoire du peuple idéalement écrite par lui-même. Et là, on s'inscrit dans un mouvement essentiellement inscrit dans le post-68, avec notamment une figure importante qui est celle de Jean Chénault. Jean Chénault, qui est un auteur qui a publié un ouvrage dans la collection Maspero qui s'appelait « Du passé faisons table rase » et qui était une attaque en règle contre l'histoire officielle telle qu'elle pouvait, selon les mouvements des années 1970, post-68, se prononcer, c'est-à-dire une histoire qui est décidément quelque chose de beaucoup trop important pour être laissé aux historiens. L'idée étant de dire que l'histoire officielle qui avait cours jusque-là avait en partie trompé le peuple en faisant une histoire consacrée essentiellement aux grands hommes, etc., en oubliant par exemple les ouvriers, etc. Donc on est dans une histoire qui est avant tout très militante, c'est des mouvements post-maoïstes, post-marxistes, qui revendiquent un engagement très à gauche, avec l'idée de produire du savoir sur le peuple en mobilisant le peuple. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les historiens ne doivent pas avoir le monopole d'un discours sur l'histoire populaire, et on doit, tout simplement, comment ça se passe, c'est on va faire de l'histoire orale, faire des entretiens avec les personnes concernées, on va surtout leur demander des documents, on va leur demander d'écrire eux-mêmes leur histoire. Et ça se passe notamment à travers une multiplicité de publications. Donc vous avez un petit exemple ici avec 3 titres qui ont été un peu oubliés aujourd'hui, mais qui ont été des revues très importantes, puisque c'est des revues nées véritablement dans la suite des mouvements de 1968, principalement par des groupes de militants. Donc Le Peuple français, revue d'histoire populaire, qui est la seule des 3 qui revendique vraiment de faire une histoire populaire, mais aussi les Révoltes logiques, qui était un groupe né autour notamment de Jacques Rancière, et le Forum Histoire, qui est les Cahiers du Forum Histoire, qui est un groupe né autour de Jean Chénault. Toutes ces revues expliquent qu'elles vont faire cette histoire du peuple dans une logique de contestation de l'histoire officielle, à la différence près entre les 3, qu'on en a donc une, Le Peuple français, qui est une revue qui considère s'opposer à l'histoire universitaire. C'est-à-dire les Révoltes logiques et Forum Histoire sont animés en partie par des universitaires, alors de jeunes universitaires qui ont eu des postes plus récemment, etc. La revue Le Peuple français est animée plutôt par des instituteurs ou des militants qui se refusent à s'institutionnaliser, en quelque sorte, et qui considèrent être même ostracisés par l'histoire universitaire. Et c'est la suivante. Ah, pardon. Et surtout, c'est une histoire qui va dire que finalement, on a caché des choses à la population. Vous avez ici l'éditorial du premier numéro. Les grands hommes seuls ne seraient rien, et l'histoire n'est pas une suite incohérente de faits, mais le reflet d'une lutte incessante menée par le peuple pour son émancipation. Dans cette revue, nous proposons de mieux faire connaître l'histoire du peuple, c'est-à-dire sa vie quotidienne, ses révoltes, ses joies, ses souffrances. Nous tenterons de ressusciter les événements volontairement passés sous silence ou déformés.
le sous-entendu étant par les historiens en poste, de démystifier un certain nombre de grands personnages frauduleusement présentés comme des progressistes ou des amis du peuple. La grande différence avec le XIXe siècle, ce n'est donc pas le rapport à l'histoire officielle, on a un discours qui est similaire. La différence, c'est que les auteurs de ces revues considèrent faire acte de science parce qu'ils utilisent la méthode historique. Ils utilisent la méthode historique, ils mettent des notes de bas de page, ils utilisent des sources, mais ils revendiquent le faire au service d'un militantisme d'extrême gauche, c'est-à-dire opposé à ce qu'était l'histoire populaire finalement au XIXe siècle. Cette histoire populaire des années 70, le peuple français, comme les deux autres revues, vont disparaître au tout début des années 1980. En fait, c'est un mouvement plus général en France, hein, des mouvements d'extrême gauche post-68 qui, avec l'accession des socialistes au pouvoir en 81, soit se réjouissent en pensant qu'on arrivera à faire changer des choses en France, soit considèrent que c'est la défaite définitive des mouvements révolutionnaires émancipateurs des années 70. Et en l'occurrence, ces revues-là disparaissent entre, disons, 1979 et 1981. Le peuple français disparaît, mais renaît très rapidement sous un autre titre qui s'appelle Gavroche, Revue d'Histoire Populaire. Et cette revue d'Histoire Populaire Gavroche regroupe une partie des membres du peuple français, mais très progressivement, au fil des années 90, va s'institutionnaliser, va voir venir à elle des historiens en poste à l'université, et va subir un mouvement qui va passer de l'histoire sociale à une histoire culturelle, du social, sans abandonner l'histoire ouvrière, l'histoire populaire, mais avec un discours beaucoup moins offensif face à l'université. Et la revue va disparaître en 2011, faute de repreneur, l'équipe ayant décidé d'arrêter, et personne n'a décidé de reprendre la main. Les années 2000-2010 ensuite, alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'héritage de ces différentes histoires populaires ? La première chose, c'est que les historiens du XIXe siècle ont des héritiers tout trouvés dans ce que certains auteurs, que William Leblanc, Aurore Chéry et Christophe Naudin, ont appelé les historiens de garde, c'est-à-dire des éditorialistes qui prétendent faire une histoire pour le peuple. Alors en fait, on ne dit pas pour le peuple, on dit pour le grand public aujourd'hui, mais l'argument qu'il y a derrière cela, c'est de dire il faut donner au peuple ce qu'il aime, donc l'histoire des monarques, l'histoire des grandes batailles, etc. Il faut le prendre par la main, ça c'est une citation d'interview des auteurs en question. Il faut, pour populariser l'histoire, il faut prendre le peuple par la main pour lui montrer ce qui est intéressant et correspondre à ses envies. On est dans une logique qui, par ailleurs, en termes d'orientation idéologique, est assez proche de ce qui existait au XIXe siècle, puisqu'on est dans une logique de glorification du royalisme, etc. Bon, je passe rapidement sur ces questions. En revanche, il ne publie pas de livre qui s'appelle les histoires populaires. On est dans la même logique, mais on n'est pas dans des publications qui revendiquent ce label, ou en tout cas ce concept. On a Gavroche, ensuite, dont je vous parlais, qui s'est créé donc, à partir de 80-82, qui a existé jusqu'en 2010, qui revendique de faire une histoire populaire, mais qui est une histoire populaire beaucoup moins révolutionnaire, qui cherche juste à être un peu plus grand public et qui revendique toujours, bien entendu, un ancrage à gauche, hein, mais qui est beaucoup moins, disons, anti-intellectuel. On a surtout, avec la parution de Zine notamment, et un peu plus tard de Chris Harman, quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est-à-dire qu'avec la traduction de Zine en 2002, on a une histoire un peu différente, puisqu'on est face à une histoire qui se veut l'histoire des oubliés, par Zine, une histoire de ceux dont on n'aurait pas parlé. Alors ça, c'était quand même en 1980. La traduction en française en 2002, des historiens qui sont spécialistes des États-Unis l'ont souligné, c'est-à-dire que la traduction française en 2002 pouvait paraître un petit peu étrange, puisqu'en fait, tout ce que Zine avait contribué à faire émerger dans l'historiographie américaine était désormais quelque chose de relativement connu. Ce n'était plus forcément des oubliés. En revanche, c'était le moment où en France, on voit réémerger un certain nombre d'éditeurs, comme Agone notamment, qui est un éditeur de critique sociale, de critique sociale militante à gauche, et qui traduit Howard Zinn. Et donc on pourrait avoir le sentiment qu'on est dans une logique qui est une sorte de réactivation en quelque sorte du modèle des années 70, sauf qu'Howard Zinn est un universitaire. Alors certes, un universitaire un petit peu marginal. Quand il a écrit ce livre en 1980, il est dans un département de sciences politiques et pas en histoire. On imagine très bien que dans les années 80 aux États-Unis, être dans un département d'histoire ne lui aurait peut-être pas permis d'écrire ce type de livre, il n'aurait peut-être pas été perçu de la même façon. Mais ce qui m'intéresse ici dans les années 2000, c'est plus qu'on voit émerger quelque chose de tout à fait nouveau, c'est l'argument commercial. C'est le fait que
Ce livre, en France, se vend très bien. Agone le dit, hein, dans un petit historique de son éditrice en 2015. L'éditrice dit, c'est une grande surprise, personne ne voulait de ce livre. Et là, c'est lié au climat en partie idéologique, avec l'idée que beaucoup d'éditeurs français pensaient que des historiens se revendiquaient du marxisme, du post-marxisme, etc., ne se vendraient pas. En réalité, à chaque fois qu'un petit éditeur militant a décidé de l'éditer, le livre s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Et Howard Zinn ne fait pas défaut à cela. Et Agone, en fait, très vite le dit, c'est devenu la locomotive de la maison d'édition. Et donc Agone s'est mis à publier non seulement ce livre-là, mais aussi des livres d'entretien, etc. Et notamment a fait quelque chose que l'éditeur américain de Howard Zinn avait fait, c'est-à-dire, le livre se vend bien, on va en extraire la partie 20e siècle, et on va le vendre comme un autre livre, ça fera un succès commercial supplémentaire. Ce qu'a fait l'éditeur français La Découverte, qu'un éditeur plus commercial, c'est l'héritier de Maspero, mais qui a été racheté par une grande maison, il n'est plus un éditeur indépendant, mais qui a fait exactement la même chose avec le livre de Chris Harman, en extrayant, et là la différence c'est que c'est une décision française, c'est pas quelque chose qu'on observe chez son éditeur aux États-Unis. Ça c'est un premier exemple où on commence à voir émerger cette idée de label éditorial, de côté un petit peu commercial du concept. Deux autres exemples franco-français ici. Une publication par des presses universitaires en 2003. Les presses universitaires de Rennes publient une histoire populaire de la chouannerie par un auteur qui s'appelle François Cadic. François Cadic, en fait, c'est un auteur qui a publié, donc c'était un ecclésiastique, qui publie entre 1908 et 1918 une série d'articles dans une revue qu'il a créée lui-même, dans un journal paroissien qui ne titre pas Histoire populaire de la chouannerie, ça raconte l'histoire des chouans. Et les presses universitaires de Rennes publient en 2 volumes, 1200 pages, ces textes des années 1908-1918 avec ce titre Histoire populaire de la chouannerie. Ce que les historiens spécialistes de ces questions noteront comme à la fois une sorte de prouesse éditoriale, parce que publier 1200 pages dans ces années-là, fallait quand même décider de le faire, et qui en même temps restait très circonspect parce que l'analyse critique du livre n'était pas vraiment faite et le livre était très dépassé historiographiquement. Il n'empêche qu'on a décidé de le publier. Un autre exemple encore plus parlant sur les enjeux commerciaux, c'est la parution d'un livre de Marceau Pivert. Donc Marceau Pivert, c'est un syndicaliste, instituteur, militant de la gauche non communiste de la SFIO dans les années 20. Donc en gros, c'est souvent une figure reprise par les trotskistes dans les années suivantes, même s'il n'a jamais forcément revendiqué d'être trotskiste, qui publie L'Église et l'école, perspective prolétarienne, avec une préface de Léon Blum, puisque à l'époque Marceau Pivert est dans le même parti. Ce livre-là est publié en 1932, il est réédité en 2010 par un éditeur militant d'Hémopolis, sous le même titre, et en 2015 il fait l'objet d'une réédition, et cette fois-ci c'est devenu une histoire populaire de la laïcité. Et on voit comme ça émerger un glissement du titre, l'ouvrage c'est exactement le même, mais on a changé le titre en reprenant Histoire populaire. Ce qui m'amène enfin aux travaux de Gérard Noiriel et de Michel Zancarini-Fournel. Comment se positionnent ces deux historiens? Alors Michel Zancarini-Fournel est une historienne du social qui avait publié en 2016 déjà une histoire populaire de la France, surtitrée Les luttes et les rêves, là où Gérard Noiriel, 2 ans plus tard, publie son histoire populaire de la France. Alors il y a un certain nombre de différences, mais ce qui m'intéresse ici de vous dire, c'est essentiellement un certain nombre de conclusions qui consistent à dire que d'abord, ces 2 livres, les 2 auteurs le signalent systématiquement, sont des commandes de leurs éditeurs. La deuxième chose, c'est que les 2 livres abordent de façon très différente l'histoire populaire. Ils ne définissent pas du tout le populaire de la même façon. Michel Zancarini-Fournel propose une histoire des subalternes, avec l'idée qu'avec une définition des subalternes croisant à la fois les définitions d'Edward Thompson et d'Antonio Gramsci, là où Gérard Noiriel, lui, considère que l'histoire populaire est une histoire des relations de pouvoir, c'est-à-dire pas uniquement une histoire des classes populaires, mais une histoire des relations entre dominants et dominés. Donc on a 2 définitions qui n'ont rien à voir, alors même que les 2 ouvrages sont publiés à 2 ans d'écart avec un titre similaire. Alors ce qui est commun aux 2, c'est une volonté immédiate annoncée par les éditeurs et les auteurs, avec un effort d'écriture spécifique, de simplification du vocabulaire, etc., de toucher un grand public. Ça, c'est quelque chose qu'ils partagent tous les 2. Et ce public plus large, ils veulent le toucher à travers une approche qui se veut à la fois scientifique et militante. C'est-à-dire les 2 auteurs revendiquent un ancrage à gauche,
et revendique de faire de l'histoire scientifique et de présenter quelque chose qui n'est pas uniquement un livre militant. Donc on voit émerger en fait quelque chose d'un peu nouveau dans les intentions, mais qui en réalité, en termes d'écriture, relève tout simplement d'une sorte de vulgarisation de bonne qualité et qui ne correspond pas du tout à ce que pouvait être l'histoire populaire au XIXe siècle ou dans les années 70, parce que le militantisme est quand même un peu moins présent chez les deux auteurs. Et ce qu'on constate en observant ces deux ouvrages-là aussi, c'est l'importance des réseaux militants pour le succès des ouvrages, puisque les deux ouvrages se sont bien vendus. Au 26 janvier, Michel Zancarini-Fournel avait, d'après des estimations, parce qu'en France c'est très difficile de savoir à combien d'exemplaires se vend vraiment un ouvrage, donc on a des panels qui sont des sondages de libraires par des entreprises privées qui proposent des estimations. Les estimations en fin janvier, c'était à peu près 25 000 livres vendus par Michel Zancarini-Fournel et un peu plus de 50 000 par Gérard Noiriel. Étant entendu qu'en France, on considère en général qu'un livre de sciences sociales qui se vend à un peu plus de 1000 exemplaires, c'est un succès. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit deux effets dans la réussite commerciale du livre. C'est l'importance des réseaux militants, parce que Zancarini-Fournel en a vendu 2 fois moins que Noiriel en 2 ans, là où Noiriel en a vendu 2 fois plus en 1 année. Et la différence entre les deux, au-delà de la différence interne des deux ouvrages, c'est que Gérard Noiriel a été beaucoup plus intégré dans des réseaux militants de présentation de ses ouvrages. Alors je ne vous ferai pas la liste, mais il a participé à de nombreux festivals, à beaucoup d'invitations, beaucoup d'entretiens sur des chaînes YouTube militantes, etc. Et on voit un effet ici entre les deux. Il n'empêche que finalement, ces deux livres, plus qu'une autre écriture du social, sont finalement des ouvrages qui consistent en quelque sorte en des histoires personnelles de l'histoire de France. Ce que je veux dire par une lecture personnelle de l'histoire de France, c'est que finalement, on a deux auteurs qui sont en fin de carrière. Michel Zancarini-Fournel ne s'en cache pas. Elle explique qu'elle a accepté de répondre à la commande de l'éditeur parce qu'elle venait d'atteindre l'éméritat, de prendre sa retraite. Elle avait du temps, elle avait envie de le faire et elle a pris le temps de le faire. Et finalement, ce sont deux synthèses. Alors, c'est un peu plus que des synthèses, parce qu'ils font appel à beaucoup de travaux non publiés, des thèses, etc. Mais c'est finalement des synthèses qui dressent une sorte de bilan de leur carrière en histoire sociale. Et en fait, on n'a pas des livres qui proposent une autre forme d'écriture du social, on est plutôt face au bilan des renouvellements historiographiques qui ont été opérés entre les années 70 et les années 2000, c'est-à-dire sur la durée de leur carrière d'universitaire. Alors la dimension numérique, tout ça, tous ces résultats que j'ai tracés un peu rapidement, ils sont fondés sur quoi? Ils sont fondés en réalité sur, non pas la lecture très classique des différents ouvrages, mais l'exploration d'un certain nombre d'outils numériques et la constitution de corpus de bases de données pour pouvoir ensuite arriver à ces résultats. Alors comment j'ai procédé? Par exemple, la première chose, c'est comment savoir qu'au XIXe siècle, il y avait des histoires populaires. C'est quelque chose qui ne m'est pas venu comme ça tout de suite. J'avais le même sentiment que ceux avec qui j'avais discuté, que c'était quelque chose qui apparaissait depuis Howard Zinn. Eh bien, en réalité, c'est d'abord une exploration via le Google Ngram Viewer. Donc c'est l'outil de Google qui permet de regarder un petit peu les occurrences d'un mot dans un corpus de livres numérisés par Google, qui m'avait permis comme ça, alors je l'avais vraiment fait par hasard, parce que vous allez comprendre pourquoi ensuite, je suis plutôt un critique important de cet outil, mais j'ai quand même voulu un petit peu regarder et j'ai observé qu'effectivement il semblait y avoir beaucoup d'histoires populaires, en tout cas qu'on mentionnait beaucoup ces termes au XIXe siècle dans le corpus en français de Google. Alors, la représentation que vous voyez ici, c'est une représentation retravaillée qui, en réalité, donc si on voit la représentation que nous propose Google ici en respectant la casse, avec les histoires populaires avec plus ou moins de majuscules, etc., c'est ceci. Alors, une première chose, pour arriver à avoir une vision un peu plus précise de ces occurrences dans le corpus, ça a supposé d'aller regarder, en fait, donc ça, c'est un petit truc pour ceux qui voudraient utiliser cet outil, c'est qu'en fait, on ne peut pas télécharger les données. Quand on interroge l'outil, l'interface, si on tape des mots, on a la courbe que vous avez vue juste avant et on peut juste soit la copier-coller ou essentiellement faire une capture d'écran. En fait, si on va regarder, si on va inspecter le code HTML de la page, en fait, dans le code HTML, on peut apercevoir tous les chiffres, ils sont visibles, donc on peut tout à fait les récupérer pour ensuite les utiliser. Donc ça, c'est un truc que je vous donne parce qu'en fait, le seul moyen sinon d'accéder aux données de Google Ngram, c'est de télécharger la base de Google qui représente des gigas, voire des téraoctets de données, ce qui est quasiment impossible à faire à l'échelle individuelle quand on veut travailler.
Et ensuite, ça a permis de faire ce travail. Alors, malgré tout, c'était en fait juste une piste, ce passage par Google Ngram. Pourquoi? Parce que Google Ngram, il est connu pour être un outil assez peu fiable. Alors, beaucoup de critiques ont observé un certain nombre de choses très classiques qui correspondent à des problèmes d'OCRisation, des erreurs quand on tape un mot. Dans le Google Ngram, on a par exemple histoire populaire. Histoire populaire, ça ne fonctionnerait pas, mais l'un des exemples les plus courants qui avait été donné à la naissance de l'outil, c'était Internet, dont on voyait émerger le terme dès le 19e siècle, par exemple, parce qu'en fait, c'était une mauvaise OCRisation de internat qui montrait qu'il pouvait y avoir des problèmes dans la base. Alors Google a retravaillé ça. Entre le corpus initial de 2008-2009 et celui de 2012, l'OCRisation a été améliorée. Il n'empêche que, contrairement à un certain nombre de collègues qui considèrent que, compte tenu de la masse de données à laquelle ça nous donne accès, l'outil est exploitable, moi je pense qu'en réalité, il faut vraiment s'en méfier. Ça peut être un instrument, comme je vous le présente là, c'est-à-dire d'exploration pour se dire est-ce qu'il y a quelque chose à aller voir. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, quand on clique sur les résultats du Google Ngram, on a des liens qui nous permettent de voir le corpus. Et là, ici, vous voyez que dans la liste des résultats, on a plusieurs livres qui sont cités, et notamment un livre de Gérard Noiriel qui s'appelle « Les ouvriers dans la société française », qui est un livre de la fin des années 80, qui est un livre très important dans l'historiographie sociale. C'est à la fois une synthèse, mais une synthèse inédite au moment où il écrit. C'est vraiment un livre fondateur. Et Google Ngram nous dit qu'il y a histoire populaire dedans. Et il se trouve que le livre, je l'ai, et que donc j'ai été regarder véritablement si on trouvait histoire populaire page à page. On ne trouve pas histoire populaire jamais dans le livre. En revanche, on trouve Front populaire, on trouve théâtre populaire et Front populaire, par exemple, pour 3 occurrences indiquées. Donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, Google, qui nous dit faire une recherche expression exacte sur 2 grammes, donc 2 mots, en réalité, m'a mis des résultats parce qu'il a trouvé populaire, qu'il n'avait pas trouvé histoire, et il me les a donnés quand même comme résultat. Donc ça m'a amené à considérer que, comme dans toute recherche de ce type, on doit maîtriser son corpus, parce qu'en fait, c'est ça le vrai problème de Google Ngram, c'est qu'on est face à un corpus dont on ne maîtrise absolument pas le mode de constitution, puisque certes, ce sont des millions de mots, mais ce sont des millions de mots que l'entreprise Google a mis en corpus sur la base de numérisation qui n'a absolument pas suivi un plan scientifique ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est les bibliothèques qui ont accepté ces numérisations, ça dépend de la qualité de l'OCRisation, etc. En l'occurrence, l'autre défaut, c'est qu'un mot cité, par exemple, dans 2 éditions successives du même ouvrage, vont apparaître 2 fois dans les occurrences, alors que si dans l'enquête que moi je voulais mener, je voulais voir quand ça apparaissait, je perdais complètement cette dimension temporelle. La première chose que j'ai cherché à faire pour maîtriser mon corpus, c'est de passer par quelque chose de beaucoup plus modeste, mais plus facile à maîtriser, que sont les livres conservés à la Bibliothèque nationale de France. Avec un avantage, c'est qu'en France, on a le dépôt légal, qui est l'obligation de déposer un titre lorsqu'il paraît. Alors, les aléas historiques font que le dépôt légal, sur toute l'histoire de l'imprimé en France, n'a pas toujours été respecté, mais que dans le cadre de la période qui, moi, m'intéressait, 19e, 20e siècle, on est dans une période où le dépôt légal, globalement, fonctionne globalement. Les périodes, disons, les aléas historiques ont été plutôt un renforcement du dépôt légal et de la censure, par exemple sous le régime de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'a pas de période où le dépôt légal est supprimé. Donc on a normalement, moyennant éventuellement quelques oublis, mais à peu près tout livre publié en France, il y a un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France, et donc on a dans le catalogue un titre référencé. Et donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement une interrogation du catalogue qui m'a permis d'observer ce que vous voyez sur ce graphique ici, qui est le nombre d'occurrences dans les titres d'ouvrages des mots histoire populaire, alors histoire populaire de là, des, du, etc., où on voit effectivement émerger quelque chose au XIXe siècle, mais où on voit aussi que sur toute la deuxième moitié de la période, sur presque tout le XXe siècle, on a un épuisement un peu progressif de l'usage du terme, contrairement à l'impression que pouvait donner le catalogue de Ngram, enfin la base de données de Ngram. Alors comment j'ai procédé? J'ai tout simplement procédé en faisant une interrogation en recherche exacte sur le catalogue de la BNF, en cherchant uniquement les monographies pour ne pas avoir ce que pouvaient être des périodiques, des affiches, etc., puisque le catalogue de la bibliothèque conserve beaucoup plus de choses que des ouvrages. Donc j'ai vraiment demandé uniquement à interroger les ouvrages, pour des raisons de facilité, en fait, parce que sinon ça m'obligeait à un travail beaucoup plus compliqué de distinction des types de publications, là où ce qui m'intéressait, c'était une production historiographique.
qui passe quand même principalement par le livre, plus que par les autres types de contenus conservés à la Bibliothèque nationale de France, ou en tout cas référencés en détail dans le catalogue. Ce à quoi j'ai procédé, c'est donc à une interrogation qui m'a permis ensuite d'exporter les résultats, puisque le catalogue de la Bibliothèque nationale de France permet d'exporter en format CSV une base de données, tout simplement comprenant tout le contenu de la notice, si on le souhaite, ou un certain nombre d'éléments. Donc j'ai pris presque tout, mais j'ai quand même enlevé un certain nombre de choses, ce qui m'a permis d'obtenir un peu plus de 740 notices de catalogue. Donc là, vous voyez ce que ça donne dans un tableur tout simple. Et donc là, il a fallu faire tout un travail d'élimination des doublons. Parce qu'un livre publié à plusieurs reprises peut faire... Alors, s'il y a plusieurs exemplaires à la Bibliothèque nationale de France, ça, on peut assez facilement le gérer en interrogeant le catalogue. On peut lui demander uniquement les exemples, de nous indiquer qu'un seul exemplaire. Mais en revanche, un livre qui va être édité successivement 2 années de suite, moi, je considérais que c'était un doublon parce que ce qui m'intéressait, c'était le moment où les livres titrés Histoire populaire apparaissaient. Donc j'ai enlevé tout ce qui était réédition, en notant bien dans mon tableur, en gros, combien il y avait de réédition, quelles années, etc., pour pouvoir le suivre ultérieurement, cela. Et donc ce nettoyage, il est purement manuel, c'est-à-dire de prendre les 740 notices et de lire tous les titres, de tout vérifier, puisque l'une des complexités de l'histoire populaire, notamment au XIXe siècle, la période où il y en a le plus, c'est qu'un livre va paraître parfois 5 fois de suite avec un titre légèrement différent. Et en fait, il faut aller regarder plus près la présentation du livre, éventuellement consulter s'il est numérisé, pour constater parfois que 2 livres qui ont des titres légèrement différents, Histoire populaire de la Révolution de 1948 ou Histoire populaire anecdotique et illustrée de la Révolution 48, qui pourraient être tout à fait 2 fois le même livre en réalité. Et donc de faire ce détail-là, et c'est ce qui m'a permis d'aboutir à un corpus de 284 titres, dont 4 non datés seulement, comportant Histoire populaire dans leur titre. Ce travail, c'est ce qui m'a permis, ce travail manuel, et donc de ne pas automatiser cette identification des doublons, etc., c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir observer quelles étaient les thématiques traitées par ces livres, de quoi parlaient les histoires populaires. Donc ça, c'est un résumé de tout le corpus pour la période. Alors la première occurrence dans un titre de livre, à partir du 19e siècle, c'est 1828, et je me suis arrêté à 2018 parce que j'ai fait cette enquête fin 2019, donc j'ai coupé l'année 2019 pour ne pas être incomplet. Et donc sur toute cette période, sur les 284, j'ai pu, à chaque fois que je consultais soit uniquement le titre quand c'était suffisamment parlant, voir le livre lui-même, etc., les catégoriser, approche biographique, locale, événementielle, nationale et institutionnelle. Et donc là, ça m'a déjà permis de commencer à comprendre un petit peu de quoi parlaient ces histoires populaires, mais surtout, puisque je l'ai fait pour chaque titre, ça m'a permis ensuite de voir un peu plus chronologiquement de quoi parlaient les histoires populaires. Donc là, c'est une représentation décennale où j'ai regroupé par décennie les différentes thématiques qui m'ont permis d'observer, par exemple, que le local est permanent sur toute la période. À chaque fois qu'il y a une histoire populaire publiée, on a toujours des histoires locales. Ça, c'est quelque chose qui ne disparaît pas. Là où les approches biographiques ont disparu, par exemple. Les approches biographiques sont concentrées au XIXe siècle. Dans les 25 titres publiés entre 2002 et 2018 que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a plus d'approche biographique avec l'histoire d'un monarque ou de Napoléon, qui est la figure, par exemple, qui domine. Ça n'empêche pas, bien entendu, d'automatiser un petit peu l'approche. Donc, par exemple, ici, ce que vous avez, c'est une représentation des thématiques dans les titres. Donc là, c'est uniquement le corpus 19e siècle. Je me suis concentré sur la période où il y a vraiment... donc là, en fait, on a quasiment 70% du corpus, en fait, entre 1847, 1848 et 1897. Et donc, en fait, ce que vous voyez, c'est 2 lectures possibles des thématiques. Une lecture automatisée, avec à gauche les formes les plus fréquentes dans tous les titres. Donc, on a... ça va m'échapper, mais on a un peu plus de 160 titres dans cette période-là, où on voit que ce qui émerge essentiellement, ça va être Napoléon. On va voir que ce qui va émerger, ça va être Révolution et un peu plus loin française, parce qu'on a beaucoup de livres sur la Révolution française. On a illustré anecdotique, ce qui va nous dire un certain nombre de choses, et ça, c'est une sortie automatisée. Mais il n'empêche que cette sortie automatisée ne va pas nous permettre d'aller suffisamment loin, parce qu'en fait, il faut aller regarder les livres si on veut vraiment comprendre de quoi ils parlent. Et donc là, c'est la version à droite, où il a fallu que je le fasse quasiment à la main, pour observer, par exemple, que l'histoire religieuse était dominante. Alors, on le voit un petit peu parce qu'il y a écrit pape en automatique et saint.
Mais là, on va aussi constater que l'histoire religieuse peut être dominante parce que certains livres d'histoire locale, en réalité, sont des histoires du diocèse de et qui, en fait, présentent une histoire de l'Église dans la région en question, par exemple. Deuxième étape de cette analyse numérique, c'est d'aller regarder un peu ce qu'avait pu être la réception de l'histoire populaire. C'est-à-dire cette production historiographique, comment elle se positionnait par rapport à l'histoire-science qui naît au XIXe siècle. C'est-à-dire que cet engouement pour l'histoire populaire dans cette période-là, c'est le moment en France où on a un certain nombre d'auteurs qui commencent à baliser ce que serait une histoire-science, ce qu'on appelle l'école méthodique, etc. Et donc, j'ai procédé en plusieurs étapes. La première étape, elle a consisté à aller regarder un outil formidable qui est les classiques des sciences sociales, puisqu'on dispose, grâce à cette plateforme, de quasiment tous les grands classiques qu'on fait lire à nos étudiants, que ce soit en histoire ou en sociologie. Donc ça m'a permis tout simplement de télécharger tout ce qu'avait publié Langlois, Segnobos, Lucien Febvre, etc., Marc Bloch, et d'observer qu'aucun de ces livres ne cite à aucun moment l'expression histoire populaire. Donc là, ça m'a quand même permis de me dire, mais finalement, on a donc des auteurs qui, au moment où ils écrivent, par exemple, l'introduction aux méthodes historiques en 1898 par Langlois et Segnobos, il y a déjà plus d'une centaine d'ouvrages d'histoire populaire qui ont été publiés, et pour autant, ce n'est pas évoqué dans ce travail. On a la revue historique qui naît en 1876, l'article fondateur de Monod, qui décrit ce que doit être l'histoire scientifique, ne mentionne pas non plus cette expression. Et donc là, ça m'a incité à essayer d'aller regarder un peu plus près cette réception scientifique, en passant moins que par les livres fondateurs qui cherchaient à présenter ce que pouvait être l'histoire, que dans les revues historiques, scientifiques, pour essayer de voir si on observait une réception. Alors ce travail, il a consisté à fabriquer un corpus. Alors c'est un corpus de 9 revues. Alors ces 9 revues, comment je les ai choisies? En fait, je suis parti de la revue historique, la première revue en France se présentant véritablement comme une revue scientifique, en allant jusqu'aux Annales, créées en 1929 par Lucien Febvre et Marc Bloch, et en me disant, le corpus, je vais prendre un certain nombre de revues nées entre 1876, la revue historique, et les Annales, et je ne vais prendre que des revues qui existent encore aujourd'hui, en 2019, de façon à pouvoir avoir une période d'un peu plus d'un siècle à interroger. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été regarder un petit peu ce qui existait comme revue. Et donc, on a des annales de Bretagne, on a les annales du Midi, les années historiques de la Révolution française, des revues d'histoire sociale, etc., qui sont des revues qui, au moment où elles sont créées, sont importantes et qui, aujourd'hui, sont encore considérées comme des revues phares de la discipline en France. La difficulté principale de ce travail sur les revues, c'est qu'à l'ère numérique et des numérisations de toutes ces revues, alors c'est pas très lisible, dans la version avant c'est pas très lisible, c'est pas grave, en fait c'est qu'elles ont des noms différents, il faut repérer comment elles ont changé de nom, et il se trouve que sur les plateformes de revues en ligne, eh bien, le travail d'identification des différents noms de revues n'a pas toujours été fait parce qu'on a numérisé progressivement, qu'on les a parfois séparés, etc. Et surtout, la difficulté principale, c'est que les revues ne sont jamais sur une plateforme dans une collection complète. Donc ces revues, par exemple, la plupart du temps, j'ai dû croiser une interrogation de Gestor, une interrogation de Kern en France, une interrogation de Persée en France, mais aussi une interrogation de Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, où certaines revues ont décidé d'être numérisées et non pas sur Persée, etc., avec une difficulté qui était de repérer les chevauchements, etc. Tout ce travail m'a quand même permis d'aboutir à ce que vous voyez ici. Donc là, c'est juste une représentation de ce corpus de revues, toutes les revues interrogées, avec l'idée d'essayer de voir un petit peu si mon corpus était très lacunaire ou pas. Ce que vous voyez ici, dans tout ce qui est en positif, tout ce qui est le plus clair, c'est les fascicules qui ont pu être dépouillés et interrogés parce que numérisés et numérisés en mode texte. Donc ça me permettait véritablement de faire des recherches à l'intérieur des numéros, etc. Et ce que vous voyez en bas, ce sont les fascicules, donc c'est en nombre de fascicules, donc en nombre de livraisons de chacune de ces revues, qui manquent dans cette analyse. Celles qui sont en grisé parce qu'elles sont numérisées, mais en mode image. Alors en fait, on a quand même les sommaires qui sont indexés, donc ça m'a permis quand même de les intégrer, mais c'est quand même lacunaire. Ou alors celles qui ne sont pas du tout numérisées. Et on voit notamment à la fin une grosse lacune. Ça concerne essentiellement une revue, ce sont les Annales du Midi, qui, pour leur dernier numéro, n'ont pas été numérisés et mis en ligne, mais la revue existe pourtant toujours. On a quand même un corpus qui est globalement assez complet si on compare à d'autres corpus de revues qui a permis de travailler.
Ce travail, il a ensuite consisté tout simplement à interroger chacune de ces revues sur toute leur histoire, sur la présence ou pas d'histoire populaire dans tous les contenus de la revue. À la différence des livres, là l'idée n'était pas de juste regarder si des articles reprenaient le titre Histoire populaire, l'objectif était aussi de voir si on parlait des livres publiés dans mon corpus d'ouvrages. Et donc ce que ça m'a permis de constater, donc ça a été fait intégralement à la main en réalité, puisqu'il y avait trop de plateformes différentes, et donc si je voulais télécharger des métadonnées, ensuite il y avait un travail qui aurait presque été trop long de recoupement des différents modes de présentation des revues, donc j'ai préféré le faire directement à la main, dans un tableau tout simple, où en fait à chaque fois que je rencontrais l'expression histoire populaire, je prenais la référence intégrale, l'extrait dans lequel je trouvais pour l'avoir en contexte, pour ensuite pouvoir travailler. Ça m'a permis d'identifier 166 occurrences, étant entendu que ce que j'appelle une occurrence, c'est la mention au moins une fois d'histoire populaire dans le numéro. C'est-à-dire que si, par exemple, dans un article, on rencontre 3 fois le mot histoire populaire, ça ne compte que pour une occurrence, c'est-à-dire un article à parler de l'histoire populaire. Et ça, c'est ce qui m'a permis déjà d'observer une première chose, c'est que la temporalité de la mention d'histoire populaire n'a rien à voir dans les revues et dans les ouvrages. La forme du graphique est très différente. On a une interruption au milieu qui est liée à la Deuxième Guerre mondiale, avec soit des mises en sommeil, soit des interruptions, etc. Et globalement, sur la période, on voit qu'on a des moments qui sont complètement décalés par rapport au succès de l'histoire populaire dans les titres d'ouvrages. Mais au-delà de cette question de la temporalité, c'est le tableau suivant qui est le plus intéressant, c'est que, en fait, en réalité, au fil de la période, on a très peu d'articles. En fait, on n'a aucun article qui titre Histoire populaire. Donc on n'a pas un historien ou une historienne qui publie un article dans ses revues attitré sur l'histoire populaire. Et on a surtout très peu, en réalité, de vrais comptes rendus, c'est-à-dire d'analyse de ces publications d'ouvrages du corpus de livres. En fait, on a des signalements parce que, par exemple, au XIXe siècle, c'est très courant pour les revues de faire une vingtaine de pages de signalements de tout ce qui a été publié sur l'histoire de la Bretagne, par exemple. Et donc là, on va trouver une histoire populaire de la Bretagne, sans commentaire, sans rien, parce que ça a été publié. On a quand même quelques comptes rendus. Et les comptes rendus qui sont référencés, là, on va pouvoir voir comment a été reçue l'histoire populaire. Et en les lisant, on constate ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'opposition à la pratique scientifique est notée déjà par les contemporains. Les auteurs de comptes rendus dans des revues historiques du XIXe siècle constatent que l'histoire populaire, ça peut être de la très bonne vulgarisation, de la popularisation au sens noble du terme pour les contemporains, mais ça peut surtout être des ouvrages qui ne citent pas leurs sources, qui racontent n'importe quoi, qui sont idéologiques, etc. Et ça, on le voit dans les revues. Et ce qu'on observe, c'est sur 2 périodes. La période qui va du 19e aux années 40, une sorte de dédain assez courant de ce que peut être l'histoire populaire, de cette approche idéologique, non scientifique, etc. Et progressivement, dans la deuxième partie, entre les années 50 et les années 2000, on voit émerger des signalements plus positifs. Par exemple, la revue d'histoire du 19e siècle signale dans les années 90 chaque nouveau numéro de la petite revue Gavroche, qui est plus un fanzine ou un magazine qu'une revue scientifique. Et c'est comme ça que moi j'ai pu observer ce mouvement des années 70. Le mouvement des années 70 dont je vous parlais, il est imperceptible dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, puisque ce ne passe pas par des publications d'ouvrages. En revanche, en lisant les revues historiques, en constatant qu'un certain nombre de revues mentionnaient l'histoire populaire, par exemple la revue d'histoire du 19e siècle, cite à chaque fois la publication de Gavroche, revue d'histoire populaire, en mentionnant tous les articles sur le 19e siècle, pour indiquer à ses lecteurs que c'est intéressant à lire. Et donc sans critique négative, on n'est plus du tout dans la logique de critique de cette mauvaise vulgarisation. C'est dans la période où les universitaires commencent à écrire dans le magazine Gavroche, alors qu'ils n'écrivaient pas dans le peuple français. Alors je passe, mais j'ai analysé en détail les comptes rendus, les publications, quel est le sens qu'on donne au mot histoire populaire quand on explique dans un article une histoire populaire, mais ça je passe rapidement. La dernière chose, c'est l'étude de cas. L'étude de cas des 2 ouvrages d'histoire populaire de la France. Alors je vais passer un peu rapidement parce que j'ai déjà été très long. Cette étude de cas, elle consiste en quoi? Elle a consisté à non seulement lire les livres, mais en fait à considérer que si je voulais avoir une approche la plus objective possible, de les mettre à distance. Alors pourquoi je considérais avoir besoin de les mettre à distance? Parce que beaucoup de comptes rendus ont été publiés sur ces livres. Il y a beaucoup de comptes rendus avec des analyses éventuellement comparées,
par des gens qui pouvaient être proches de l'un ou l'autre auteur. Et l'idée était d'essayer de mettre à distance ce que moi je pouvais avoir aussi comme présupposé à la lecture des comptes rendus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une analyse de statistiques textuelles sur ces deux ouvrages, avec une chance qui est que ces livres existant en version numérique, il est possible de récupérer les versions EPUB, et un fichier EPUB, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait c'est un fichier compressé. Donc en fait en changeant l'extension d'un fichier EPUB, on le met en .zip et on peut aller chercher à l'intérieur les pages HTML, qui sont des pages XML, mais qui s'ouvrent en format HTML, et ça permet de récupérer le texte. Et ensuite, moyennant un passage par un logiciel comme R ou en le faisant à la main, etc., on peut enlever tous les scripts d'HTML, etc., pour avoir du texte pur. Et donc, ces deux livres, c'est ce que j'ai fait donc à la main, avec les logiciels, en les passant en format TXT et en les préparant pour pouvoir les utiliser avec un logiciel qui s'appelle Iramutech, qui est en fait un logiciel d'analyse textuelle qui permet d'utiliser la méthode Alceste, donc qui est une méthode d'analyse textuelle qui a été développée dans les années 80-90, mais qui n'est accessible aujourd'hui que par un logiciel propriétaire qui coûte très cher. Pierre Ratineau, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation, a développé Iramutech, qui est une interface qui utilise Python, R, etc., qui est un logiciel libre, gratuit, facile à utiliser, qui permet de faire tourner cette méthode Alceste, qui consiste en une méthode d'analyse factorielle des correspondances multiples des textes, etc. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis de faire quelque chose déjà de tout simple. Par ces analyses statistiques descriptives de base, Iramutech, c'est ce qui m'a permis d'observer quelles étaient les formes les plus utilisées dans les deux corpus. Et ça m'a permis par exemple de constater que ce qu'on avait pu lire dans certains comptes rendus, qui consistait à dire finalement on est face à deux histoires populaires, mais Gérard Noriel est dans une logique plus d'histoire vue d'en haut, vue du politique, plus que vue d'en bas, et que Michel Zancarini-Fournel donnait beaucoup plus la parole aux personnes dont elle parlait, c'est-à-dire cet rapport à l'histoire du peuple, par le peuple, etc. Donc on a plus une histoire, disons, du peuple par le peuple chez Michel Zancarini-Fournel, là où chez Noriel, on est sur une histoire des relations entre dominants et dominés, beaucoup plus surplombante et donnant peu la parole aux acteurs. Et ça, on le voit dans les termes utilisés, parce que, par exemple, on va avoir dans les termes utilisés par Noriel quelque chose de beaucoup plus évasif comme les classes populaires, là où les étrangers, par exemple, là où, dans le vocabulaire de Zancarini-Fournel, on va beaucoup plus avoir des termes précisant les Polonais, les ouvriers de tel domaine, etc. Ce que ça m'a permis surtout de constater, c'est que les termes dominants dans les deux termes sont des termes qui correspondent complètement à leur spécialité initiale. Michel Zancarini-Fournel est l'une des fondatrices en France de l'histoire des femmes et du genre. C'est l'une des premières en histoire sociale, alors pas seule, hein, mais elle fait partie de cette génération d'historiennes qui ont mis qui ont en fait sorti de l'oubli en fait, hein, l'histoire des femmes en France. Et en l'occurrence, dans son texte, dans son histoire populaire de la France, l'un des termes qui intervient le plus, c'est femmes, et par ailleurs tout un tas d'autres termes qui ramènent à cette notion d'histoire du genre. Noriel, lui, en histoire sociale, c'est l'un des fondateurs de l'histoire des migrations et de l'immigration en France. C'est l'un de ceux qui a légitimé l'objet histoire des migrations en France. Et on voit beaucoup, et surtout l'histoire de l'identité, l'histoire de la politique de l'identité et de la nationalité. Et ce sont les termes qu'on retrouve le plus aussi dans son ouvrage. Donc en fait, c'est ça qui permet, c'est par cette analyse-là, parce qu'en lisant les livres, on pouvait éventuellement s'en rendre compte. Sauf que, par exemple, l'un des comptes rendus de l'ouvrage de Michel Zancarini-Fournel, qui est l'un des meilleurs comptes rendus que j'ai lus sur cet ouvrage-là, il se trouve qu'il a été écrit par son ancien doctorant avec qui elle a coécrit des articles. Donc on peut se dire, est-ce que ce n'est pas un parti pris qu'il peut avoir, même si à la lecture des livres, on partage éventuellement son avis. Là, on voit qu'objectivement, par cette analyse textuelle, on confirme ce parti pris, on aurait pu éventuellement l'infirmer. L'autre approche un tout petit peu plus complexe a été de faire une classification hiérarchique descendante sur cet ouvrage. Donc l'idée, c'est de mobiliser la méthode Alceste et la méthode Reinert, qui consiste en fait à segmenter le texte. Donc on prend le corpus, il va segmenter le texte, on va faire des segments de texte en choisissant sur quelle taille feront les segments. Donc en gros, l'analyse, elle a utilisé les formats par défaut du logiciel, c'est-à-dire on prend en gros 40 mots, et on s'arrête avant ou après 15% de ces 40 mots en fonction de la ponctuation. Pour le dire très vite, ça fait à peu près des segments qui correspondent à peu près à des phrases.
Ces segments, ils vont être comparés. En fait, le logiciel va faire tourner en boucle une analyse factorielle associée à des qui 2 dont l'objectif est d'identifier les termes qui apparaissent le plus ensemble dans les segments. Donc les segments sont rapprochés les uns des autres parce qu'ils se ressemblent, parce que le vocabulaire qui est employé dans les segments a tendance à se retrouver systématiquement ensemble. Et ensuite, le logiciel, ce qu'on lui demande, une fois qu'il a fait ça, c'est de créer des classes à l'intérieur desquelles il regroupe les segments. Et donc là, ici, on a 9 classes. C'est des classes, c'est le terme utilisé par Reinert, c'est les mondes lexicaux. Pour le dire un peu vite, c'est les thématiques qui ressortent, en quelque sorte, du vocabulaire utilisé par les auteurs. Alors ça, c'est la version sortie du logiciel. Ça, c'est une version un peu plus retravaillée qui permet de voir d'un peu plus près. Alors, qu'est-ce que nous sort le logiciel dans ce dendrogramme? Ce qui va nous permettre de voir, c'est les mots les plus utilisés dans une classe et les mots les moins utilisés. Alors, quand je dis plus utilisés et moins utilisés, en fait, en réalité, c'est les mots qui ont tendance à être le moins associés à une classe, c'est-à-dire les mots qui, en réalité, pourraient se trouver très bien dans celle-ci ou dans une autre, alors que les mots les plus associés à la classe, c'est les mots qu'on va quasiment systématiquement retrouver dans les segments de ce type-là. Donc, en gros, ce que ça nous permet d'observer, c'est des classes de vocabulaire. Le logiciel ne nous dit pas la thématique, simplement, il nous dit, voilà, on a une classe là où on a des mots qui apparaissent tout le temps ensemble. Et ensuite, c'est à l'historien ou à l'historienne de regarder ces mots, ce que le logiciel appelle les profils, et d'essayer de voir s'il y a une cohérence. Alors le moyen de vérifier s'il y a une cohérence, c'est de regarder ce que le logiciel appelle les antiprofils, c'est les mots qu'on retrouvera le moins dans cette classe, donc pour voir les oppositions thématiques. Avec des tests de qui 2, en fait, on a donc une mesure du lien statistique entre le mot et la classe, avec non seulement un test de qui 2, mais en plus une p-value qui permet de voir si c'est vraiment significatif ce lien entre le mot et la classe. Tout ça permet de faire émerger tout en bas des thématiques. En fait, pourquoi je vous dis tout ça? Pour insister sur le fait que ça ne sort pas automatiquement. Le logiciel nous présente des classes avec des regroupements de mots qui apparaissent tout le temps ensemble, à charge à l'historien ou à l'historienne ensuite de se dire de quoi ça parle. Ce qui veut dire que le de quoi ça parle relève de l'interprétation. Et que peut-être si je vous faisais lire les résultats du logiciel, vous n'auriez pas forcément nommé exactement de la même façon les différentes classes thématiques et que peut-être qu'on aurait une interprétation légèrement différente de la lecture de ces ouvrages. Ça, cette analyse statistique a permis de faire émerger les thématiques qui ressortaient le plus dans les deux ouvrages. Ça a permis de voir deux choses. On a deux vocabulaires très différents chez les deux auteurs, puisqu'en fait, le logiciel, comme j'ai implémenté une variable par auteur dans le corpus, le logiciel a utilisé les auteurs et a associé les auteurs à plus ou moins de classes. Et on observe qu'il y a 4 classes qui sont très associées, enfin à laquelle est très associé Michel Zancarini-Fournel, et 5 autres classes à laquelle est très associé Gérard Noiriel. On ne retrouve pas les auteurs dans des mêmes classes. Donc là, ça montre que, alors ce qui n'est pas forcément étonnant, deux personnes écrivent différemment, mais on retrouve dans les deux classes l'idée qu'il y a deux écritures très différentes par le vocabulaire employé et la tendance à associer ensemble certains termes. Ce que ça a permis de confirmer, c'est ce que je vous ai dit avant, donc je ne vais pas plus loin, c'est le fait qu'on parle essentiellement d'histoire des femmes d'un côté, d'histoire des politiques de l'identité de l'autre. Alors je caricature, hein, il y a plus de finesse dans tout ça, mais c'est pour aller un peu plus vite. La dernière chose que j'ai opérée dans le cadre de cette enquête, c'est ce que je vous disais dans les résultats sur le succès de ces deux ouvrages et la question des réceptions militantes. C'est notamment en passant en premier lieu par la presse. Donc on a des corpus de presse, donc on a par exemple Europresse qui permet d'interroger les citations de l'expression histoire populaire dans la presse. Alors j'ai renoncé à faire une analyse de presse sur toute la période parce que là on n'a pas du tout les données qui permettent de le faire sur la durée qui m'intéressait moi, puisqu'on a beaucoup de choses au 19e, beaucoup de choses depuis les années 1990, et puis pour toute la période 1940-1990, on a un vrai trou dans les numérisations de presse. Donc en revanche, ce que j'ai fait, c'est sur une dizaine d'années, en gros, entre les quelques années qui ont précédé la parution de Michel Zancarini-Fournel à l'année qui a suivi la parution de l'ouvrage de Gérard Noiriel, un certain nombre de recherches dans la presse pour voir à quoi étaient associés ces deux auteurs. Donc en gros, j'ai cherché les citations de Noiriel, les citations de Zancarini-Fournel dans la presse, alors uniquement la presse quotidienne nationale en France, et en ajoutant, est-ce qu'on cite aussi l'histoire populaire de la France? Est-ce qu'on parle des Gilets jaunes? Est-ce qu'on parle d'Éric Zemmour? Alors pourquoi Gilets jaunes et Éric Zemmour? Parce que le succès du livre de Noiriel, il est lié à autre chose qu'à l'intérêt intrinsèque du livre. Il est lié à l'irruption sur la scène politique française de ce mouvement des Gilets jaunes
qui a conduit la presse à considérablement interroger Gérard Noiriel, beaucoup plus qu'elle n'a interrogé Michel Zancarini-Fournel. Donc on voit que dans les titres de presse qui mentionnent Gérard Noiriel, on voit beaucoup plus chez lui la mention aussi des Gilets jaunes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que via les présentations, disons le succès médiatique qu'il avait pu rencontrer dans les réseaux militants, il est progressivement apparu dans le radar des journalistes comme un spécialiste des classes populaires. C'est d'autant plus intéressant que Noiriel, dans son livre, passe son temps à expliquer dans les interviews ou dans le livre qu'il ne s'agit pas d'une histoire des classes populaires, qu'il fait une histoire des relations de pouvoir. Là où Michel Zancarini-Fournel explique qu'elle fait une histoire des classes populaires, étant entendu que pour elle, les classes populaires, c'est les classes subalternes, etc. Donc c'est très intéressant, c'est ce qu'on voit que le succès du livre est moins lié au contenu réel des ouvrages qu'à un positionnement médiatique différent des deux auteurs, des réseaux militants un peu différents et une présence médiatique un peu décalée. Et pourquoi Zemmour? Parce que Gérard Noiriel insiste sur le fait qu'il a aussi écrit son livre pour répondre à ce qu'on appelle les historiens de garde, c'est-à-dire à ces travaux d'éditorialistes réactionnaires, dont Éric Zemmour fait partie, et surtout Noiriel a publié dans l'année qui a suivi un deuxième livre qui s'appelle Du venin dans la plume, qui compare Drummond et Zemmour pour essayer de comprendre comment un journaliste réactionnaire a du succès. Et en l'occurrence, on voit que Noiriel, très rapidement, passe dans la presse d'une association à Histoire populaire Gilets jaunes à Histoire populaire Zemmour, tout simplement parce que progressivement, on lui demande de parler d'Éric Zemmour beaucoup plus que de parler des Gilets jaunes. Ça, ce sont tout simplement les chiffres de vente que j'évoquais. Alors, on n'est pas face à une nouvelle écriture du social dans ces deux ouvrages-là. En revanche, ce qu'on peut relever, c'est à une proposition alternative d'histoire de France. Avec le développement des histoires journalistiques réactionnaires en France, on a vu émerger des contre-propositions, comme l'histoire mondiale de la France par Patrick Boucheron, comme les histoires populaires de Michel Zancarini-Fournel et Gérard Noiriel. Et en fait, ce qu'on relève, c'est qu'effectivement, il y a un vrai succès de ces ouvrages, via des stratégies différentes, des approches différentes, etc., mais qui revendiquent tous, dans tous les cas, une proposition d'histoire progressiste, avec l'idée que de refus de repli identitaire, etc. Et on voit que ça fonctionne, puisque, comme je vous le disais, un livre de sciences sociales et d'histoire en France, ça se vend, en gros, quand c'est un succès, un peu plus de 1000 exemplaires, et on va de 25 000 à plus de 100 000 exemplaires vendus. En revanche, on va de 25 000 à plus de 100 000 exemplaires vendus, ça c'est les chiffres bruts. Si on les ramène en moyenne par semaine par rapport à la sortie du livre, on voit que le livre d'Éric Zemmour se vend malgré tout encore beaucoup plus que les histoires alternatives. Donc on n'est pas encore dans une proposition d'histoire scientifique et militante qui compenserait l'histoire non scientifique et militante. Alors pour conclure, j'irai beaucoup plus vite. Ce que tout ça me permet de dire en termes de réflexion sur ce que le numérique peut apporter à l'histoire, la première chose, à mon avis, à retenir de ça, c'est que face au big data, aux énormes quantités de données qui sont accessibles, il ne faut pas oublier les fondamentaux de la méthode historique. Qu'en réalité, on peut assez vite être séduit, par exemple, par le Google Ngram, et qu'en faisant une interrogation sur l'histoire populaire, j'aurais repéré des tendances chronologiques qui ressemblaient un peu à celles que j'ai observées. Mais j'aurais été incapable de pouvoir comprendre le sens que pouvait revêtir cette expression, ce concept, sans aller entrer jusqu'à ce corpus constitué quasiment manuellement, en réalité, pour vraiment le maîtriser et savoir de quoi il s'agissait. Donc ça, c'est une première chose, et c'est quelque chose qui me semble fondamental aujourd'hui, parce qu'on a accès à de plus en plus grande quantité de données, qu'on peut facilement être séduit tout simplement parce que la loi des grands nombres, le fait qu'on a des quantités de données tellement massives qu'on se dit que la marge d'erreur, quoi qu'il arrive, ne sera pas forcément très élevée, etc. Sauf qu'en réalité, on se coupe de tout un tas de contenus qui sont un tout petit peu plus difficiles à consulter, mais qui, comme vous l'avez vu, relèvent tout simplement d'interrogation de catalogue et de constitution d'une base de données à la main. Et ça, c'est la deuxième conclusion sur laquelle je vais revenir, c'est de plaider pour une approche un peu, disons, artisanale de l'histoire numérique ou des humanités numériques. L'idée, en concevant cet exposé, c'était aussi de vous montrer que parfois, quand on observe le développement des humanités numériques ou de l'histoire numérique, on a souvent le sentiment qu'il s'agit forcément de grands projets qui nécessitent de grandes infrastructures, des grandes équipes, et ça peut parfois un peu réfréner en se disant finalement c'est un peu loin de tout ça, j'ai pas forcément les contacts, etc. En réalité, l'histoire numérique, c'est la façon dont on travaille aujourd'hui parce qu'on est à l'ère numérique.
Et finalement, cette recherche-là, qui au départ n'avait pas pour ambition d'être un exemple de méthode numérique, l'est devenue tout simplement parce que si je n'avais pas fait tout ce que je vous ai montré jusque-là, en fait, mon article, ça n'aurait pas été un article, ça aurait été un compte-rendu croisé. J'aurais lu les 2 livres, j'en aurais fait une lecture croisée, ce qui en soi, pour notre numéro, aurait été intéressant, parce qu'on aurait pu comparer les 2 livres, mais ce qui m'aurait fait complètement perdre de vue ce mouvement d'histoire populaire au XIXe siècle, qui, dans ce que je vous en ai dit là, est un peu rapide, mais qui, moi, m'a ouvert de nouveaux horizons et qui me donne envie maintenant d'aller travailler de façon un peu plus précise. Alors, j'ai passé les détails, mais sur la biographie des auteurs, est-ce que c'est des journalistes, des écrivains, est-ce que c'est des hommes, des femmes, etc. On a beaucoup de choses maintenant qui s'ouvrent sur cette question historiographique à laquelle j'aurais jamais eu accès si j'avais pas eu l'idée, à un moment donné, de taper dans une base de données histoire populaire pour voir ce qui ressort. Merci de votre attention.